Kenya où le président de la République voudrait ouvrir une église dans la résidence présidentielle. Parlons de courage et de zèle. Une église dans la résidence présidentielle. Incroyable de fois ce que les Africains sont capables de faire. On y va tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Génial. Voilà le Kenya, les amis, c'est un beau pays, c'est un lieu très intéressant. Si vous n'avez jamais été dans un pays anglophone, afro, je vous encourage de visiter le Kenya. Si vous avez été dans un pays anglophone et n'avez jamais été au Kenya, je vous encourage de visiter le Kenya. C'est un pays très très intéressant, vous en tirez beaucoup de choses très importantes. Au Kenya, ce monsieur ici, c'est le président de la République, ok? Il affirme vouloir construire une église dans le site présidentiel de Nairobi. Monsieur Ruto voudrait construire personnellement une église dans la résidence présidentielle. Vous savez, on vous le dit souvent, il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé seulement dans la prière. Ça n'existe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés ici, sont en colère. Des fanatiques. Le fanatisme est très dangereux. L'extrémisme. Il n'y a pas seulement les extrémistes islamiques, il y a aussi les extrémistes chrétiens. Ah oui, beaucoup pensent que les extrémistes sont essentiellement... Non, il y a des extrémistes chrétiens. Vous ne pouvez pas avoir une discussion avec eux. Ils vont vous rappeler combien vous êtes un enfant spirituel. Tu vois, mon ami, tu vois, quand tu atteins un certain niveau, il y a certaines histoires que... On vous parle avec condescendance, comme si vous aviez un pois chiche à la place du cerveau. C'est incroyable. C'est ce paternalisme inouï que l'on présente généralement quand vous présentez des faits qui ne sont pas tout à fait alignés à la religion. Non, tu vois, spirituellement, ce sont des choses qui... Quand tu es un bébé spirituel, tu es un bébé mental, un bébé émotionnel. Tu peux être un papa spirituel, mais un bébé émotionnel. Il y a beaucoup de papas spirituels qui ont détruit des vies des gens. Vous le savez, si vous êtes sérieux et honnête, vous en êtes conscient. Beaucoup de gens ont dit, chassez vos mères, il faut chasser vos parents. Se posant sur le verset biblique disant... Moi et ma maison serviront l'Éternel. Il y a des gens, moi et ma maison serviront l'Éternel. Si vous ne servez pas mon Éternel, vous quittez ma maison. Il y a des gens qui ont chassé leurs parents. Ouais, chasser maman de la maison, chasser papa de la maison. Ah oui, tout à fait. Mais le même livre vous dit, il n'y a pas de plus grand commandement que l'amour. Comment toi, tu peux prétendre aimer un autre humain si ton père ou ta mère qui t'a engendré, tu n'aimes pas, tu as jeté dehors? Non, je recommence. Toi, comment tu peux aimer un humain si l'homme ou la femme qui t'a porté dans son sein, tu as jeté dehors parce qu'il ne part pas de ton église? Vous êtes des hypocrites. Un pharisianisme effréné, c'est incroyable, on vous regarde dans les yeux, on vous présente l'amour. Vous savez, la meilleure façon de prêcher quelqu'un, c'est à travers les actions, les actes. Vous agissez tellement bien que la personne est curieuse de savoir, est-ce que vous participez à des événements tels que prier? Je suis très curieux de savoir. Ce n'est pas en disant, tu vois, il faut sauver, les temps passent. Non, il faut arrêter de nous embrouiller. Il n'y a aucun pays sur Terre qui s'est développé seulement dans la prière, ça n'existe pas. Pour qu'un pays se développe, il faut que les gens se mettent ensemble et réfléchissent. Pour qu'un pays se développe, il faut que l'on construise le plancher psychologique et intellectuel. Pour qu'un pays évolue, il faut investir dans l'intelligentsia. Monsieur Ruto dit, je ne veux demander pardon à personne pour construire une église. Le diable peut être en colère s'il veut et faire ce qu'il veut. C'est comme ça que beaucoup de gens disent. Tu peux être en colère ce que je veux, moi c'est mon Dieu que je veux, c'est à mon Dieu que je veux faire plaisir. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas les yeux? Faut arrêter de nous embrouiller. Mimi ni mtu naamini Mungu. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Les propos de Ruto ont suscité l'indignation de plusieurs Kenyans. Hiyo mambo ya kujenga kanisa, State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambee wajenge. Au Kenya, il y a quelques jours, en effet, beaucoup de gens sont sortis dans les rues. C'est parce qu'on a voté une loi qu'on appelle The Finance Bill 2024. Alors, c'est quoi ce Finance Bill? Le Finance Bill 2024,
en termes faciles et simplement une nouvelle façon de se chercher l'argent. En tout cas, le gouvernement a besoin d'argent. Alors le gouvernement a décidé de taxer chaque Kenyan. En faisant quoi? En injectant les taxes dans les éléments les plus élémentaires de chaque jour. C'est-à-dire, il y aura des taxes ou impôts sur pain. C'est-à-dire, quand tu vas acheter ton pain, il y a le prix du pain, il y a aussi le taxe au-dessus. Taxe sur période PED. Période PED, c'est les bandes hygiéniques. Tu achètes ta bande hygiénique, il y a le prix de la bande hygiénique et le taxe qu'il faut payer dessus. Taxe sur cancer treatment, c'est-à-dire taxe sur traitement de cancer. Imaginez-vous étant malade, souffrant d'un cancer, vous allez acheter votre médicament contre le cancer, vous payez aussi les taxes dessus. Alors les Kenyans ont dit non. Pourquoi vous avez besoin de cet argent? Vous avez besoin de l'argent parce que vous avez gaspillé l'argent que vous aviez, parce que vous aviez de l'argent. Vous avez reçu de l'argent venant de l'AMF, du World Bank, de la Chine. On vous a donné beaucoup d'argent. Où est l'argent? Vous avez acheté des villas, construit des maisons, épousé une troisième, quatrième femme. Et en fin de compte, pour vous rattraper de tout ce que vous avez fait, maintenant vous voulez nous taxer, nous. Pourquoi? On n'accepterait pas. Les gens sont sortis dans les rues, on a tiré sur beaucoup de personnes. Ils sont tombés. Monsieur Ruto, qui, quand il venait au pouvoir, disait l'Afrique n'a pas besoin des États-Unis. Pourquoi on doit se servir du dollar pour acheter des choses dans un pays voisin? Pourquoi introduisons-nous le dollar au milieu de nos échanges commerciaux? Nous sommes tous soumis à un environnement dominé par le dollar. Les Kenyans veulent payer les produits tanzaniens en dollars. La Tanzanie veut payer les produits de la RDC en dollars. L'Égypte veut payer. Pourquoi introduisons-nous le dollar au milieu de nos échanges commerciaux? C'est incroyable. Vous savez, quand quelqu'un est avant le pouvoir, ah non, plus vous apprenez sur les Africains, moins vous aimez l'Afrique. Ah non, je vous dis la vérité, plus vous apprenez sur certaines histoires que les dirigeants africains font, et soutenus par plusieurs Africains, moins vous aimez la cause des Africains. C'est lui le monsieur qui voulait unir l'Afrique. On ne sait pas ce qui s'est passé plus tard. Aujourd'hui, il y a des militaires kenyans qui sont à Haïti, en train de combattre les personnes qui se battent pour la liberté de Haïti. Alors, le bâtiment prendra 8000 fidèles. 8000 fidèles et coûtera 9 millions de dollars. Pendant ce temps, beaucoup de Kenyans souffrent et sont en difficulté. D'ailleurs, les médecins récemment sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits, souhaitant un salaire amélioré. Mais M. Ruto a dit, nous n'avons pas d'argent. L'autre jour, nous avons eu un défi avec les médecins. On a du mal à payer. Parce que, comme nous l'avons dit, il y a de vrais problèmes que nous voulons régler. Il y a des dirigeants, y compris des gouverneurs, qui disent « Nous soutenons la grève des médecins ». Vraiment, si vous soutenez la grève des médecins, payez l'argent qu'ils demandent. Je veux dire, nous devons arrêter de courir après ce qui est populaire. Nous devons poursuivre ce qui est juste. Ruto a dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les médecins. Mais en attendant, il a 9 millions de dollars pour construire une église. Okay? C'est ça. Les Kenyans sont très en colère. Beaucoup de Kenyans ont dit nous ne sommes pas tous chrétiens. En effet, nous vous rappelons à M. Ruto. Voilà ce qu'ils disent. Le Kenya n'appartient pas qu'aux chrétiens, déclare Harrison Mumia, président du groupe. Bien que 85% des Kenyans soient chrétiens, 11% sont musulmans et existe aussi des hindous, des adeptes de religions traditionnelles. Il n'y a aucune mosquée ni temple à la résidence présidentielle. Ne le faites pas. Je vous rappelle ici qu'au Rwanda, dirigé par M. Paul Kagame, il a récemment fermé les églises. D'ailleurs, ça a commencé en 2018. Ouais, 2018, on a fermé à peu près 5000 églises. Pourquoi vous avez tant d'églises dans les avenues? C'est quelle maladie? Pourquoi dans cette route, vous avez 15 églises différentes avec des baffles? Église pentecôtique Jean-Pierre, église pentecôtique Jean Bosco. Mais vous priez le même Dieu. Si vous priez le même Dieu, pourquoi vous ne mettez pas ensemble pour faire une église? Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que chacun a sa vision. Et c'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Oh, chacun a sa vision. Quelle vision? Même vous priez un seul Dieu, c'est quand même complètement incohérent. Votre Dieu doit être vraiment désordonné pour donner des visions différentes à chaque personne. C'est incroyable. À moins que ce soit pour des raisons personnelles. C'est minable en fin de compte. Et en effet, les gens qui prient beaucoup, ce sont les gens qui sont incapables de se défendre. Écoutez, les gens qui prient beaucoup sont les plus grands esclaves. Les plus grands esclaves sont les priards. Parce que quand tu pries beaucoup, ça te détache de ton état animal. L'état animal est très important. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient toucher les fesses de ta mère, tu es en position de lui écarter sa gorge. C'est ça l'état animal dont on a besoin. Mais il y a des gens ici, tu touches les fesses de sa mère et dire que le Seigneur te pardonne. Oui, c'est ça. Mais vous aimez ça, vous l'acclamez. C'est ce genre de personnes qui sont vos leaders. C'est incroyable. Moïse a tué quelqu'un
En parlant de votre livre, Moïse a tué quelqu'un pour libérer son peuple. Vous en êtes incapable. À Dieu ce qui est à Dieu, à l'État ce qui est à l'État. C'est incroyable. Mais très grand d'esprit, manifestement, n'a pas peur. Fait un discours devant la presse. Donc voilà ce que Poutine a dit. Écoutez ce que Vladimir Poutine a dit. Monsieur Poutine, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il serait temps de rencontrer personnellement Donald Trump? Parce que de loin, on a un peu l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre. Il y a le téléphone, c'est bien. Mais une rencontre entre quatre yeux, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je considère, j'ai beaucoup de respect pour le président américain actuel. Il a parcouru un itinéraire difficile pour revenir à la Maison Blanche. Donc, il a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, on voit que c'est quelqu'un de courageux. Ce qu'il fait à l'intérieur de son pays, ce qu'il fait en matière, en ce qui concerne le Proche-Orient, ses efforts pour trouver un règlement dans la situation ukrainienne. Évidemment, nous apprécions ces efforts. Et je l'ai dit, je suis prêt à le dire encore une fois publiquement. Maintenant, je considère que le président Trump veut sincèrement trouver une solution en ce qui concerne l'Ukraine. Tout récemment, il m'a déclaré que c'était plus difficile que ce qu'il pensait. Bah oui, effectivement, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Évidemment, une fois quand on met le nez dans le dossier, on voit que c'est compliqué. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. Et évidemment, bien sûr qu'il a peut-être une plus grande expérience. Il était peut-être plus impliqué dans les événements du Proche-Orient. Mais là-bas aussi, c'est compliqué. La vie réelle, elle est toujours plus compliquée que les images qu'on peut en avoir. Je suis toujours ouvert à tout contact, à toute rencontre. Et je sais que M. Trump s'est déclaré, il a parlé de cette possibilité de nous rencontrer, de même que lui, je considère qu'il faut préparer ce genre de sanctions. Et en fonction des résultats, passer à une étape suivante ou pas. Mais dans l'ensemble, grâce au président Trump, les relations entre la Russie et les États-Unis commencent à revenir dans une voie normale. Tout n'a pas été résolu sur le plan diplomatique, mais en tout cas, les premiers pas ont été faits. Ensuite, il y a un contact au niveau concret qui se fait entre nos services, entre le département d'État, notre ministère des Affaires étrangères, au niveau aussi des autres ministères, les différents aspects, au niveau des services secrets notamment. Il y a la lutte contre le terrorisme, par exemple, et au niveau d'autres services, nous avons des contacts, et donc nous avons des perspectives qui sont assez positives sur le plan de la coopération économique, et nous savons que les entreprises américaines manifestent le souhait et nous lancent des signaux sur le fait qu'elles voudraient revenir sur notre marché. Nous sommes prêts à les accepter, mais tout cela, ça doit être préparé, mais en tout cas, dans l'ensemble, une rencontre est tout à fait possible, et c'est avec plaisir que nous l'organiserons. Donc, Monsieur Poutine est en train de jouer à un jeu diplomatique de haut niveau. Vous venez d'achever le sommet eurasiatique avec des partenaires, et parallèlement, s'est achevé le sommet de l'OTAN. On a parlé des dépenses militaires à 5% du PIB, et l'Europe s'engage sur une voie agressive et sur la voie de la militarisation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comment évaluez-vous ce qui se passe? D'abord, ce que nous appelons la communauté occidentale, ou si on peut l'appeler comme ça, tout se retrouve un peu sans dessus-dessous, parce que il y a les dépenses militaires, il y a tout cela s'inscrit dans une thèse d'agressivité contre la Russie. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire.
Aujourd'hui, nous devons revenir à ce qui s'est passé en 2022 au début de l'opération militaire spéciale. Personne n'a dit un mot là-dessus. On nous a menti de façon éhontée et notamment sur le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et c'est ce qui avait été promis à la Russie. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait aucun mouvement vers l'Est. Et ensuite, il y a eu un élargissement. La sécurité d'un pays ou d'un groupe de pays ne peut pas se faire aux dépens de la sécurité des autres. Et c'est ce qui est écrit dans les documents internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Eh bien, il y a eu un élargissement et on nous a dit mais rien ne vous menace. Lorsque nous avons répondu que nous nous sentions menacés, eh bien on ne nous a rien dit. Et aujourd'hui, nous savons mieux que tout le monde ce qui nous menace. C'est notre droit de considérer notre degré de sécurité, de considérer quel est notre degré de menace et de le déterminer. Mais personne ne nous entend à ce sujet. Ce n'est pas un comportement agressif ce que nous faisons. Et au contraire, en Occident, aujourd'hui, lorsqu'ils soutiennent le séparatisme dans notre pays, lorsqu'on utilise un instrument de lutte contre la Russie comme le terrorisme, personne n'y est attentif. Les explosions, les attentats à Moscou, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, personne ne veut y être attentif. Vous croyez quoi? Qu'on ne le voit pas? Mais ils nous disent. Ils parlent toujours de notre agressivité. Ils disent que c'est nous qui sommes agressifs. Et vous savez, on a... Et sur le fond de cette rhétorique, selon laquelle ce serait nous qui serions agressifs, eh bien, ils veulent s'armer. Eh bien, qu'ils s'arment. Mais pour ce qui est de la structure de ces dépenses, elle ne se base sur aucune agressivité de la Russie. Nous ne sommes pas agressifs, c'est eux qui sont agressifs. Et chacun parle de ce qui s'est passé avec le coup d'État soutenu en Ukraine par les Occidentaux. Ensuite, ils ont financé ce coup d'État. Ils l'ont dit publiquement. Et ensuite, ils ont commencé à dire que la Russie se conduit de façon agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont eux qui sont idiots ou est-ce qu'ils... Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé au Donbass. 8 ans. 8 ans d'une guerre sanglante contre la population civile. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de nous mettre d'accord pour mettre fin aux hostilités. On nous a menti. Ils l'ont reconnu publiquement. L'ancienne chancelière allemande, le président français, l'ancien président français, on parlait des accords de Minsk qui étaient faits juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et il y a eu cette guerre pendant 8 ans. Et pour mettre fin à cette guerre, eh bien, nous avons dû intervenir directement. Et tout ceci s'est fait en violation de la Charte des Nations Unies et personne n'y est attentif. Et les choses ne peuvent pas aller comme ça. Ils veulent augmenter leurs dépenses. Eh bien qu'ils les augmentent. En ce qui concerne les forces armées, nous avons on nous dit toujours que nous avons des problèmes, etc. Ils veulent infliger la rhétorique d'infliger une défaite stratégique à la Russie se poursuit toujours.
Et les résultats, ils sont où? Alors, si tout s'effondre chez nous, alors pourquoi on s'apprêterait à attaquer l'OTAN? Et ils essayent de convaincre leur population de ça pour extorquer de l'argent, davantage d'argent de la part de leur population en justifiant ces dépenses pour le domaine social. Alors que nous, l'essentiel que nous dépensons, c'est pour soutenir notre complexe militaro-industriel, pour nous-mêmes. Pour nous, les nôtres. Et eux, c'est 5% du PIB qui vont dépenser à quoi? Pour acheter du matériel américain? C'est pas notre problème, mais c'est le leur. Alors maintenant, l'essentiel, nous avons prévu une réduction de nos dépenses militaires. Et pour l'année prochaine, par exemple, pour les 3 années qui viennent, nous avons prévu, on n'a pas d'accord définitif entre le ministère de la Défense, celui du développement économique, des finances, etc. En tout cas, on va dans ce sens-là. Alors que l'Europe pense au contraire augmenter ses dépenses militaires. Alors qui veut la guerre? C'est eux ou c'est nous? Nous, ce que nous voulons, c'est achever l'opération militaire spéciale avec un résultat concret. Mais c'est justement l'optique que nous avons. Et non pas des projets d'agression contre l'Europe ou l'OTAN. Nous, ce que nous voulons, c'est réduire nos dépenses. Et c'est eux qui les augmentent. Alors qui se comporte de façon agressive ici? Et donc, on voit ces politiques dans le domaine de la défense. Et donc, leur réflexion sur le fait qu'ils veulent augmenter, qu'ils les augmentent s'ils veulent. Dans le matière de la sécurité, la solution n'est pas meilleure. Et sur le plan économique, social, leur situation va continuer à s'aggraver. Ça, c'est une façon de dire que la Russie n'a pas peur des sanctions. Okay? Nous avons déjà été sanctionnés. D'ailleurs, ça n'est pas aujourd'hui que ça commence. On avait déjà été sanctionnés sur le plan économique. Donc, ce ne sont pas les sanctions qui nous intimident. Monsieur Poutine, récemment, le président français a parlé de la nécessité d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et d'après les déclarations des dirigeants européens, il pourrait y avoir des mesures comme la baisse des tarifs des hydrocarbures russes jusqu'à $40 le baril, par exemple, pour le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles pourraient être les conséquences de ces... J'ai déjà répondu partiellement. Plus il y a de sanctions, plus c'est mauvais pour ceux qui les adoptent. Et ça concerne la France, ça concerne l'économie de l'Europe d'une manière générale. Il faut regarder les statistiques. Ici, le volume de gaz, par exemple, acheté, il a augmenté, en fait. Et ça, c'est grâce au GNL. Et aujourd'hui, 4 euros et quelques 400 euros pour 1000 mètres cubes. Et ça a baissé, donc aujourd'hui 775, 60. Et si ça continue alors au Proche-Orient, qu'est-ce qui va se passer? Et s'ils bloquent notre pétrole, enfin s'ils veulent, mais ils n'y arriveront pas de toute façon. C'est impossible dans les faits. Les volumes de pétrole consommé, de produits pétroliers consommés dans le monde ne cessent d'augmenter en raison de la croissance économique. Et ça, c'est inévitable. Les volumes augmentent. Et l'extraction, elle ne peut augmenter que dans le volume prévu par les accords au sein de l'OPEP et en fonction de la demande. Donc ici, il n'y a rien qui pourrait aller dans le sens des intérêts de l'Europe. On verra ce que ça va donner sur la base de la situation telle qu'elle sera sur le terrain. Mais je ne pense pas qu'ici, cela ait un impact significatif sur nous, puisque ces centaines de milliers de sanctions adoptées contre nous, je l'ai déjà dit, l'an dernier, nous avons eu l'an dernier 4,3% de croissance du PIB, cette année 3% chez eux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.
Y a-t-il cessez-le-feu ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement entre l'Iran et Israël actuellement? On va le découvrir. L'Iran a bombardé une base militaire américaine au Qatar. Le Qatar réagit en poussant de toutes ses forces. Ils ont aussi menacé l'Iran en retour. Donald Trump condamne Israël de ses derniers bombardements. On le découvrira tout de suite. Lundi soir, les amis, à Washington, le président américain a annoncé le cessez-le-feu. Voilà ce qu'il a dit. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total. Il continue en disant « Je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qui devrait être appelé la guerre de 12 jours », a ajouté Trump. Voilà ce que Donald Trump a dit après le bombardement de l'Iran au Qatar. C'était la réponse que l'Iran avait promis de faire aux États-Unis d'Amérique. Trump a précisé, disons que le cessez-le-feu sera mis en place de manière progressive, c'est-à-dire l'Iran va d'abord arrêter de bombarder Israël. On donnera 12 heures à Israël, ensuite Israël arrêtera de bombarder l'Iran. Pas le contraire, pas que Israël arrête d'abord, mais l'Iran arrête d'abord de bombarder, ensuite Israël s'en suivra. Israël a accepté l'accord de cessez-le-feu à condition que l'Iran cesse ses attaques sur son territoire et l'Iran a accepté ces termes selon le haut responsable de la Maison-Blanche. Donc apparemment, il s'était convenu d'un cessez-le-feu. Alors comment ça s'est passé? Qui a fait les négociations? Pendant les négociations, il a été rapporté que Trump a communiqué directement avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pendant que son vice-président, J.D. Vance, et le secrétaire d'État ont discuté avec des émissaires spéciaux et de manière contrée de pouvoir discuter avec l'Iran. Les Américains se sont aussi servis du premier ministre qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdulrahman, pour discuter avec l'Iran. Parce que vous savez, les Américains et les Iraniens, ça marche pas directement. Il fallait essentiellement passer par une tierce personne. Trump a aussi déclaré sur les réseaux sociaux que l'Iran et Israël seraient venus le voir de manière presque simultanée pour demander un cessez-le-feu. Cependant, les Iraniens ont rapporté que ce n'était pas vrai, que c'était les Américains qui étaient venus vers eux de manière presque suppliante après l'attaque contre la base américaine au Qatar. Alors, qui dit la vérité? Vous savez, Trump, c'est un négociant. Même si c'est lui qui était parti demander, il ne dirait jamais que nous, les États-Unis d'Amérique, sommes partis vers l'Iran pour essayer de négocier un cessez-le-feu. Il ne le ferait jamais. Mais aussi, y a-t-il des raisons pour lesquelles l'Iran mentirait en se sauvant la face, disant c'est eux qui sont venus de manière presque suppliante pour le demander. C'est aussi une possibilité. Qui a raison, qui a tort pour l'interrogation? Mais il a été rapporté de manière officielle par les médias iraniens que les Américains étaient venus de manière presque suppliante pour demander un cessez-le-feu. Alors ces négociations sont basées sur quoi? C'est simple. Le désaccord est sur l'enrichissement de l'uranium. Donald Trump pense que l'Iran pourrait enrichir son uranium jusqu'à un certain point bien contrôlé. Israël pense que l'Iran ne devrait jamais enrichir de l'uranium. L'Iran pense qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium comme n'importe quel pays le ferait. Donc Trump pense qu'ils peuvent enrichir jusqu'à un certain niveau, pourvu que c'est contrôlé pour pas qu'ils acquièrent la capacité de se fournir des bombes atomiques. Israël dit qu'ils ne peuvent pas avoir de l'uranium enrichi. L'Iran pense qu'ils peuvent avoir autant qu'ils désirent. C'est là où ils ne se comprennent pas. Mardi, l'armée israélienne a rapporté avoir intercepté 2 missiles lancés depuis l'Iran, selon leur responsable de défense aérienne. Ils ont ensuite accusé l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu, déclarant que le pays répondrait avec force et poursuivrait l'opération intensive pour frapper Téhéran. Téhéran en retour a dit non, c'est faux, vous mentez, on n'a rien fait. Ce sont des alibis, ce sont des excuses que vous cherchez pour continuer à bombarder. C'est-à-dire profiter du moment que Donald Trump a accordé pour trouver une paix finale pour bombarder avant de partir. C'est un peu comme si on vous séparait. Non, ne vous battez plus, ne vous battez plus. Quand on retire quelqu'un d'autre, tu donnes un dernier coup. C'est un peu ça. Les amis, la situation semble avoir mis Trump en colère, comme pas possible. Je pense que dans rares occasions, on le voit dans ses états, surtout à l'égard d'Israël. Il a critiqué les deux parties, il a dit ça ouvertement. Il dit, nous avons 2 pays qui se battent depuis longtemps et si intensement, qui ne savent même plus ce qu'ils foutent. Moi, je suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, ces types-là. On voit clairement un Trump furieux dans ses propos. C'est aussi un ras-le-bol. Vous savez, quand vous commencez à regarder méticuleusement, vous commencez à avoir l'impression que Trump ne veut pas de cette guerre. Okay? Il était dans l'obligation, compte tenu de ses accords avec le lobby américain, de soutenir Israël dans sa démarche de cette guerre, de lancer cette bombe. Mais en réalité, il voulait rapidement trouver une solution pour pas que ça continue. Mais là, il est énervé parce qu'il a comme l'impression qu'autant il pensait vouloir faire un deal grandiose en disant fin à la guerre, ça continue.
Trump dit, Israël, dès que nous avons conclu l'accord, ils sont sortis et ont largué une pluie de bombes, comme j'en avais jamais vu auparavant. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression que une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. C'est qu'une accusation douce, parce qu'après tout, Israël est censé être leur allié. Comprenez que pour rien au monde, un président américain oserait aller loin de cet écart. Ce qui est intéressant à remarquer ici est que Donald Trump lui-même a accusé quelqu'un quelque part, même s'il a voulu balancer en disant les deux ne respectent pas les cessez-le-feu, mais il a dit je suis vraiment pas d'accord avec Israël. Pendant qu'on s'est accordé, ils sont partis larguer des bombes comme jamais dans le passé. Si Donald Trump, qui est clairement anti ou presque iranien, pourrait dire de telles choses, qu'est-ce que ça veut dire? Le président a affirmé qu'il croyait que le cessez-le-feu n'était pas interrompu, que ça pourrait se poursuivre, donc ils sont toujours dans le cadre d'une résolution. Mais là aussi écrit, Israël ne larguez pas ses bombes. Si vous le faites, c'est une violation majeure. Rappelez vos pilotes immédiatement. Voilà ce qu'a écrit Trump sur Truth Social. Ça, c'est son réseau social. On rappelle, regardez comment Trump essaie d'équilibrer. Il dit, Israël et Iran sont venus me voir presque simultanément. Et on dit, ils sont venus presque simultanément pour pas que l'un paraisse... C'est un peu comme si deux enfants se battaient. Tu n'as pas envie de dire, non, c'est toi qui as gagné. Ou c'est toi qui as gagné. Il dit, bon, ok, c'est bon, je vois vous deux, vous êtes fatigués. Au lieu de dire que toi, tu es fatigué, tu veux la petite, bon, je vois vous deux, vous êtes fatigués, c'est bon. Voilà ce qu'il dit. Ils sont venus presque simultanément me dire, sont-ils vraiment venus? Point d'interrogation. Les amis, le Qatar a condamné l'attaque iranienne contre la base américaine à son domicile en écrivant une lettre à l'ONU. Le Qatar a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour condamner l'attaque iranienne visant la base aérienne américaine d'Al-Udeid survenue lundi. La lettre, évidemment, affirme que l'attaque à la roquette menée par des corps de gardiens de révolution israélienne était une menace directe pour la paix et la sécurité régionale. Le Qatar précise aussi avoir convoqué l'ambassadeur iranien. Comment on fait? Les États-Unis est très loin, mais il y a des Américains chez vous. Comment on fait? Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères déclare que l'attaque de lundi contre la base américaine au Qatar n'a rien à voir avec le Qatar. La base est située au Qatar, mais le porte-parole affirme que les actions de l'Iran constituaient un acte de légitime défense. Donc c'est une façon de dire, écoute, on n'a pas de problème avec vous. Nous, notre problème, c'est les autres. Mais comme ils sont chez vous, alors il fallait qu'on fasse quelque chose. Il était très important que l'Iran fasse quelque chose. Il faut comprendre un truc ici. Après les bombardements de Trump, si l'Iran ne réagissait pas, ça aurait été une preuve de faiblesse. Quand on te bombarde comme ça et on te dit, si tu oses répliquer, on va te finir. Et tu ne répliques pas. C'est une preuve de faiblesse. C'est-à-dire, tu as peur. C'est comme si quelqu'un te poussait, ou bien pousse ta mère et puis te dit, bon, ose bouger. Ose bouger. Tu es obligé de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'Iran a fait ici? Certaines personnes pensent que l'Iran a fait ce qu'on appelle la politique du nez saignant. Hein? The bleeding nose policy. Ok? C'est-à-dire, bleeding nose policy, c'est quelqu'un te frappe, mais tu répliques en le frappant au nez. Au lieu de lui casser le visage avec une brique, tu le frappes au nez pour qu'il saigne. Le saignement donne l'impression que tu l'as frappé dur. Mais tu as fait exprès de ne pas le cogner dans l'œil. Parce que si tu cognes dans l'œil, tu détruis l'œil. Ça devient un problème beaucoup plus grave. Donc, il est essentiel de répliquer. C'est comme si quelqu'un te tape, mais au lieu de gifler, toi, tu fais exprès que ça rate. Pour pas que ça touche. Mais il y a eu une réaction. Il y a un monsieur fort qui se bat avec, c'est souvent chez les femmes, une femme forte avec une femme faible. Quand la femme forte à l'école tape la faible ou même dans les rues, la faible fait semblant. Pourquoi? Pour plus tard dire, moi aussi j'ai tapé. Mais elle sait qu'elle n'a pas tapé pour de vrai, pour éviter le vrai dégât. Sachant que si je tapais vraiment et que je touchais l'œil, ça serait catastrophique. Alors les Américains disent que les Iraniens les ont avertis de cette attaque avant de l'effectuer, pour se préparer à la défense. Parce que logiquement, ils ont droit à la réponse. Donc, ce n'est pas une attaque. Et puis, Trump souligne disant que l'attaque était modérée. Voilà ce que Trump dit. On a tout bloqué. L'attaque était modérée. Je remercie l'Iran. C'est une façon de désescaler la situation. Alors, il était important que l'Iran réponde, mais il était aussi important pour l'Iran de ne pas tout à fait cogner en profondeur pour pas que ça devienne un problème éblouissant. Parce qu'il est clair que tout le monde évite une très grande guerre. Le guide suprême iranien, les amis, a déclaré qu'ils n'accepteront aucune agression. Il a écrit sur X
que l'Iran n'a fait de mal à personne et n'acceptera aucune agression de qui que ce soit en aucune circonstance. L'ayatollah Ali Khamenei affirme que l'Iran ne se soumettra à aucune agression et que cela représente la logique de la nation iranienne. Vous savez, quand vous entendez dire à la moindre escarmouche, je te montre. C'est ça la moindre escarmouche. Ils ont dit si les Américains essayaient de frapper, ils ont. Donc il vous a défini c'est quoi la moindre escarmouche, je vous désescarmouche. Bon, il n'a pas vraiment désescarmouché, mais les peuples sont différents. Ils sont iraniens. God bless.